votre podcast de la voix du mental à la voix de l'intuition. Tous les jeudis à 18h. Bonjour à vous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la voix du mental à la voix de l'intuition. Je suis ravie de vous retrouver après un petit mois de pause où j'ai vraiment pris le temps de m'écouter avant tout, puisque c'est ce que je vous invite à faire. Donc j'ai fait de même et je me suis ressourcée pour revenir encore plus alignée avec ce que j'avais envie de vous partager. Et aujourd'hui, on va plonger dans un sujet profond et même parfois très inconfortable que sont les relations toxiques. Parce que c'est pas toujours très clair, parce que ce n'est pas toujours l'autre qui est un méchant manipulateur et nous la pauvre victime. Non, c'est bien plus subtil que ça, on verra ça ensemble et parfois, les rôles se mélangent. Parfois, c'est une co-création, finalement toxique, même inconsciente. Parfois, c'est une relation qui nous vide et qui nous fait douter, même quand personne ne lève la voix. Parfois, oui, c'est de la manipulation, pure et dure, qu'on appelle la perversion narcissique. Mais dans cet épisode, je vais voir avec vous, vous expliquer ce qu'est d'abord une relation toxique. On va essayer de tenter de la définir avec ses différentes facettes. Vous parler de la dimension énergétique de ces relations. Vous savez que c'est quand même toujours très, très important pour moi qui est le comportemental, mais aussi l'énergétique. Ça donne une autre dimension à nos relations et vous allez voir que dans ce jeu de relations toxiques, c'est primordial, la dimension énergétique. Vous montrer pourquoi les hypersensibles, les hyperempathiques sont plus particulièrement vulnérables à tomber en fait dans des relations plus toxiques que les autres personnes. Pourquoi? On verra ça ensemble. Vous rappeler que même le sauveur, par sa posture, peut participer à la toxicité sans toujours en avoir conscience. Et puis on fera un point spécifique du coup sur la perversion narcissique, parce que qu'est-ce que c'est? Comment ça fonctionne? Pourquoi est-ce que c'est si destructeur? Et puis enfin, je vous partagerai la méthode créative qui va vous aider à vous en préserver ou à vous en libérer si toutefois vous sentez que vous êtes dans une relation toxique. On fera un exercice guidé comme j'ai l'habitude de vous le proposer. Vous allez voir, pour reprendre votre pouvoir et surtout protéger votre énergie. Allez, on respire. C'est un épisode qui va peut-être remuer, peut-être pas, mais on verra ensemble. Mais en tout cas, qui va, j'espère, vous ramener encore plus près de votre intuition parce que vous allez voir encore une fois que c'est quand même un outil majeur, l'intuition, pour pouvoir justement nous sortir de certaines relations dysfonctionnelles. Alors tout d'abord, les relations toxiques. Qu'est-ce que c'est? J'ai vraiment envie de pouvoir l'aborder, sur ce penchant d'être un déséquilibre énergétique. Quand on pense à relation toxique, on pense souvent, à un grand manipulateur, à un pervers narcissique, qui a une ascendance, visible et certaine. Mais en fait, en réalité, une relation toxique, c'est avant tout une relation où l'équilibre énergétique est rompu. C'est une relation, par exemple, où, vous donnez plus que ce que vous ne recevez. Vous vous sentez vidé plus que nourri. Vous vous adaptez tout le temps pour éviter un conflit. Peut-être, que votre intuition, en fait, vous la sentez étouffée, sous votre mental, sous toutes ces peurs qui viennent nourrir du coup, vos croyances ou vos vieux schémas où on se dit: «L'autre a raison, même moi je vaux rien, de toute façon, si je lui dis ce que je pense, forcément, je recevrai plus d'amour de lui» et cetera. On est dans ce déséquilibre, en gros, où, il y en a toujours un qui gagne au détriment de l'autre et là, on est vraiment sur un gain énergétique. C'est pas juste, qui a raison, qui a tort. C'est vraiment, une dette d'un côté énergétique qui vient pomper, l'énergie de l'autre et on est dans ce rapport de force, ce petit rapport de pouvoir énergétique. Dans ce genre de relation, on va dire dysfonctionnelle,
Votre énergie, elle est comme aspirée, hein. J'espère, enfin, je pense que vous avez, certainement vécu ce genre, de choses-là. J'espère que, ça n'a jamais été trop douloureux. Peut-être que si, hein, peut-être, des personnes qui vont nous écouter, auront vécu vraiment des relations où, se sentir aspirées au point d'être vraiment, hem, comme pour ceux qui ont pu aussi vivre, un burn-out, avec vraiment cette idée d'être vidé totalement de son énergie de vie. Ça peut être vraiment très, très violent, pour certaines relations. Vous pouvez ressentir, voilà, ce genre de fatigue extrême, ou alors des tensions, de l'angoisse. Hem, Si je vous dis ça, c'est que, ça veut bien dire que, là encore, votre corps souvent sait très bien qu'il est pas dans quelque chose de nourrissant. Ça n'apporte pas de la joie, ça n'apporte pas cette, co-construction de la relation. En fait, votre corps sait très bien, que c'est pas optimum. Même il le sait bien avant le mental, et je dirais bien même que le mental, peut venir, ajouter de la toxicité parce qu'il peut venir rationaliser un comportement en se disant: «Ouais, mais non, mais de toute façon ça t'a abusé, c'est forcément lui qui a raison». Enfin, on va essayer de trouver des excuses pour pou alors des excuses rationalisées, ça veut vraiment dire de retrouver un sens à ce qui peut parfois ne pas avoir de sens, et on peut évidemment, essayer de coller la réalité de ce que l'on voit avec les schémas que nous avons eu l'habitude, de vivre, peut-être dans notre enfance. Quelqu'un qui a eu une famille assez dysfonctionnelle, par exemple, où s'est mis en place justement, vraiment le côté très, très sauveur parce qu'on était face à un parent très, égocentrique, dénué de toute empathie, il fallait toujours nourrir, l'ego de ce parent. Bah, bien souvent, là, on est réellement dans un déséquilibre, et c'est inscrit le fameux schéma, que finalement la dysfonction est la norme. Et voilà, c'est tout un travail de prise de conscience pour justement prendre conscience que, eh bien, on calque souvent, après nos relations, avec cette dysfonction intérieure. C'est là où on verra, qui appelle qui, et peut-être que, nous en tant que, sauveurs parfois, eh bien, on peut, amener à attirer, à nous, un bourreau ou, une victime. La victime, alors je en reparlerai assez souvent, hein, j'en ai souvent parlé de ce triangle, de Karpman, où effectivement on est dans un triangle de toute façon dysfonctionnel, qui justement est quand même, un triangle assez aidant pour comprendre parfois, les jeux de rôle, qui se passent, derrière une relation. Et effectivement, un sauveur appelle un bourreau, appelle une victime. Une victime, c'est, la personne qui justement, ne se prend pas en charge et donc re pompe l'énergie parfois chez une autre personne, qui peut d'un seul coup, s'agacer ou avoir, des comportements de type bourreau, parce qu'elle prend tout en charge, parce qu'elle en a marre de tout faire, ou alors, un jeu de pouvoir, d'une descendance, c'est-à-dire quelqu'un qui a réellement une autorité. En fait, au fond, il n'emmène pas large, il a peut-être pas très confiance en lui, mais alors du coup, il crie très fort et crée une sorte, non pas d'autorité, mais de peur, pour que on puisse justement exécuter, ce qu'il a envie qu'on fasse. Hem Et là encore, souvent quand on est dans ce genre de relation-là, ça prend beaucoup d'énergie parce qu'on ne trouve pas toujours du sens, et parce que, eh ben, en fait, ça vient nous vampiriser. Parce que tout l'objet, d'une relation, entre soi et soi au départ, c'est de retrouver à se nourrir soi-même de joie et d'amour, ce qui n'est pas toujours évident de le faire par soi-même, et on a à tort, eh bien, très envie d'aller le chercher chez l'autre. Je vous invite vraiment à lire, pour ceux qui ne l'ont pas fait, La prophétie des Andes, qui justement aborde, en fait, en gros que les plus gros des problèmes sont souvent des problèmes relationnels. D'ailleurs, même, le livre aussi, Ayez le courage, de déplaire,
alors c'est peut-être pas tout à fait ça le titre, mais c'est à peu près ça. En tout cas, qui est pareil aussi un livre extraordinaire et là encore, les plus grosses problématiques sont toujours des problématiques relationnelles, dès lors qu'il y a un déséquilibre de jeu de pouvoir, de l'un sur l'autre, d'ascendance ou au contraire, comme là pour le rôle de la victime, quelqu'un qui justement se victimise, eh bien, il vient pomper l'énergie parce que, et ben, il prend pas en charge ses besoins et il demande à ce que les autres viennent, le faire à sa place et donc la victime appelle les sauveurs. Bon, ça c'était pour, schématiser, on verra un petit peu plus en détail un peu plus loin. Hem Le cas des hypersensibles, on en a parlé dans les 2 derniers épisodes, précédents. Là où il y a un petit effectivement, une petite alerte, à mettre sur les personnes hypersensibles. Souvent, les personnes hypersensibles sont donc très hyperempathiques, hein, donc souvent, ce sont des aimants à relations toxiques. Pourquoi? Parce que, eh bien, ces personnes vont aller tellement dans l'hyper-empathie, c'est qu'elles sont sur la connexion à l'autre, hein. C'est vraiment ça, l'un des problèmes, majeurs, qui, fait perdre, toute notion à une personne hypersensible, c'est qu'elle se déconnecte très facilement d'elle-même et elle donne. Elle a beaucoup d'énergie et elle donne à l'autre, elle donne à l'autre et elle donne à l'autre. Elle va ressentir les émotions, de l'autre comme si c'était les siennes. Donc si une personne hyper empathique, hypersensible ressent qu'une personne en face ne va pas bien, et ben, elle va percevoir, tout ce qui ne se dit pas, toutes les blessures, hem et donc bien souvent, les personnes hypersensibles vont récupérer le négatif de cette personne et leur renvoyer du positif. Voilà, j'accompagne une personne, une ado en ce moment et elle m'a fait vraiment verbaliser ça et c'est pas la première fois que je l'entends, où c'est vraiment un petit peu comme une usine à transformer le négatif qu'elle perçoit chez l'autre en la transformant en positif pour la renvoyer à l'autre. Donc vous voyez, on est encore vraiment bien dans cette idée d'énergie. Heu, donc voilà, ça on les personnes hypersensibles, du coup, perçoivent encore plus la blessure profonde de la personne, peu importe, ce que ça peut être comme, type de blessure, tous les non-dits, tous les malaises, hein, tout le mal-être qu'une personne peut avoir, même si cette même personne n'en a même pas conscience, hein. Donc la personne hypersensible, comme elle perçoit tout ça et que ça lui pèse émotionnellement, parce que de percevoir, c'est déjà, quelque chose de difficile parfois, de ressentir toutes ces émotions non dites, hein, autour de soi et pour éviter de les absorber, et beh, finalement, parfois, certaines personnes hypersensibles vont finalement le faire, en pleine conscience, vont absorber le négatif, essayer de renvoyer le plus possible de l'amour, de l'attention positive, aux autres. Et donc, bah, forcément, ça, c'est des super candidats à la manipulation puisque, bah, pour le coup, ils font le job à la place des personnes qui n'ont pas envie de se prendre en charge. Et donc la relation toxique peut, du coup, facilement s'installer, puisque, ben, finalement, la personne hyper empathique va prendre en charge toutes les patates chaudes que, la personne en face ne souhaite pas prendre. Donc voilà, c'est vraiment, c'est un piège parce que c'est une très belle capacité, hein, de voir, l'âme de l'autre, même derrière, hein, des comportements blessants. Donc c'est un super cadeau, mais c'est aussi un piège parce que, bah, à chaque fois que vous souhaitez aider, parce qu'à chaque fois, que, vous souhaitez, et ben, essayer d'envoyer de l'amour à l'autre, bah, on finit par s'épuiser parce que finalement c'est un puits sans fond. On nourrit, la blessure que l'autre ne veut pas prendre en charge. Donc attention, une grosse vigilance aux personnes très, très hyper empathiques. L'importance justement de se recaler sur son propre focus intérieur, s'écouter, profondément, se reconnecter à soi profondément pour écouter sa boussole et ne pas dépasser la limite, la zone rouge, hein. Parce qu'à force de donner, énormément d'énergie et donc d'attention aux autres, eh bien, c'est comme ça qu'on se déconnecte de soi-même avec des conséquences parfois, très, très, très préjudiciables, notamment, le burn-out, la déconnexion de soi, ça peut être, des choses très, très dramatiques. Voilà, le piège du sauveur, j'ai envie d'y revenir juste un tout petit peu. Le piège du sauveur, je vais l'aborder, mais vous allez voir d'une autre manière. En fait, si on parle du fameux triangle de Karpman, avec, le bourreau, le sauveur et la victime,
En général, on se dit: «Ouais, bah, le bourreau, voilà, en fait, il veut toujours avoir raison, c'est assez descendant, c'est assez autoritaire, c'est assez, je crie fort et j'impose». Et du coup, ça ne nous permet pas d'être, nous-mêmes en toutes circonstances puisque de toute façon le bourreau, en gros, l'idée c'est de le faire par la violence verbale et voilà et donc c'est pas gratifiant du tout, c'est pas gagnant-gagnant, donc ça, en général, c'est assez facile à identifier. La victime, c'est aussi assez facile à identifier. Bah, la victime, voilà, elle se plaint tout le temps, on lui propose des solutions, mais finalement, bah, elle veut jamais les prendre. Là encore, c'est des gens, enfin, en fait, en général, on peut facilement à un moment les fuir, pardon, parce qu'ils nous pompent, en fait, ils nous pompent, ils sont pas créatifs, ils sont pas constructifs, il faut toujours qu'ils se plaignent et qu'ils monopolisent parfois la parole. Nous, on fait, du coup plein d'efforts pour essayer de leur trouver des solutions, puis finalement jamais rien n'est assez bien, enfin c'est toujours, «Oui, mais je vais pas y arriver, oui, mais ouais, mais tu comprends, moi je suis pas comme toi». Bon bref, ça peut être la victime. Donc je dirais bien que le bourreau et la victime, d'une manière assez globale, on les identifie assez bien. Moi, en tant que coach, enfin thérapeute, je vois que, effectivement, ceux qui viennent parfois dans mon cabinet, c'est bien souvent plus les sauveurs. Pourquoi? Parce que, bah, les bourreaux se remettent pas souvent en question, et les victimes n'ont pas forcément envie de travailler sur eux. Chacun, trouve le côté, finalement assez efficace de ne pas travailler sur soi. Ceux qui ont le plus envie de travailler sur eux-mêmes, ce sont les sauveurs. Mais, il y a une manipulation déguisée, derrière, le sauveur. Il y a vraiment un piège. Et c'est là que j'ai envie d'aller un petit peu, casser, les codes. Parce que du coup, la manipulation, c'est pas toujours l'autre. C'est pas toujours, l ce qui est le plus, évident au premier abord, à savoir là, comme là, le bourreau ou la victime. Parfois, le sauveur lui-même, il manipule, sans le vouloir. En fait, par exemple, on imagine que vous vous positionnez comme, celui ou celle, qui, doit tout arranger, qui doit tout comprendre, qui peut tout réparer. Dans ce cas-là, vous prenez une place qui n'est pas forcément la vôtre. Vous pouvez entrer dans l'espace de l'autre, d'ailleurs sans toujours avoir son accord. Le fait même de vouloir sauver l'autre, et bien, c'est qu'il y a une part de vous qui attend, peut-être, souvent inconsciemment, quelque chose en retour. Ça peut être de la reconnaissance, ça peut être de l'amour, ça peut être, juste le sentiment d'exister. Donc ce que je veux dire par là, c'est que c'est une forme de manipulation douce derrière, un acte de bon samaritain, douce, bienveillante, mais ça peut être inconscient, mais bien réel quand même. Si on J'ai l'exemple, par exemple, d'une personne, qui me disait que, voilà, son parent, voilà, voulait, lui offrir, un cadeau et ce parent, lui dit, si voilà, derrière un acte très généreux en disant: «Mais voilà, choisis ton cadeau, choisis ce qui te fait plaisir» et quand, ma cliente, a choisi, quelque chose, derrière la maman aurait dit: «Ah bah oui, mais non, du coup, non, moi je préfère que ce soit ça, parce que ça va pas non, ça va pas aller dans chez toi» et cetera. Vous voyez, derrière le côté, je veux faire un cadeau, je vois ce qui est bon pour toi, et cetera. Il y a de l'ingérence, en fait. Et dès lors qu'on est dans l'ingérence, dans la prise en charge de, je vois, les besoins de l'autre, je vois ce dont il aurait besoin là pour aller mieux et cetera et du coup, je fais en sorte de lui offrir ce dont il a besoin. Là, on dépasse une limite. On n'est pas dans une relation où on est à 50-50, dans la co-construction, on est dans, peut-être 80-20 et pour le coup, ça peut être ces mêmes personnes qui ensuite vont finir par devenir un peu, victimes en se plaignant et en disant: «Oui, avec tout ce que je t'ai donné, j'ai fait beaucoup pour toi et tu te rends compte, c'est comme ça que tu me remercies», et cetera. Oui, mais en fait, la personne sauveuse, si elle dépasse le 50 pour aller donner beaucoup plus que ce que l'autre demandait, c'est de la responsabilité du sauveur. Donc, je prends un exemple par exemple, si je prépare, un repas,
Si je prépare un repas pour des gens, et je sais d'avance: «Ah ouais, alors attends, il va y avoir un tel, je sais très bien qu'elle préfère, les profiteroles et puis lui, il préfère, le saumon et puis elle, ta ta ta». Bon bref, je me mets dans la peau à fond de l'autre, j'aurais eu très envie de m'arrêter, de me reposer cet après-midi, mais en fait, faut que je prépare ce repas et je me mets vraiment dans la tête de l'autre à fond. J'aurais pu m'écouter un moment dans l'après-midi en me disant: «Non, mais en fait, j'ai pas envie d'aller jusqu'à ce point-là, de préparer un repas aussi cherché», mais je me suis pas écoutée. Donc ça y est, je dépasse de l'autre côté du 50 en me mettant à la place de ceux que j'ai invités, et je le fais pour eux, je le fais pour eux et je le fais pour eux. Au départ, ça semble être quelque chose de plutôt positif, de plutôt sympa, je suis vraiment une bonne copine parce que j'arrive à me mettre vraiment à la place des gens. Mais ça, c'est pas gratuit. Finalement, si mes amis viennent et que, bah, on parle de plein de choses et que finalement j'ai pas, le retour de: «Ah franchement merci, tu m'as fait l'entrée que je préfère» ou «Ah tu m'as fait, le dessert que j'aime le plus, tu es vraiment, une super amie» et cetera. Forcément, à l'intérieur de moi, je ne vais pas entre guillemets «être payée» de l'attention que, j'ai portée à mes amis. En retour, j'attendais quand même quelque chose et il se peut que cette dette, ben, elle crée déjà une relation toxique. C'est-à-dire que moi, ça m'a fatiguée, alors que j'ai moi-même dépassé et j'attends d'eux, quelque chose en fait. Donc le fait d'être dans cette attente, Hem et ben, on n'est pas libre, dans un sens, mais on ne rend pas l'autre libre non plus. Donc à force de vouloir être trop sympa et donc le piège du sauveur, c'est aussi ça, eh bien, on fait de l'autre le centre de sa vie, au lieu d'être centré d'abord avant tout sur soi. Alors ça vient dire d'autres choses, hein, les sauveurs derrière, il y a d'autres choses. Il y a, les croyances extrêmement, parfois limitantes et violentes sur: «Bah non, mais si tu t'écoutes, tu qu'une égoïste» et cetera. Donc il y a tout un schéma familial derrière qui vient se greffer, hein, et donc qui peut être travaillé, en coaching. Mais voilà, c'est juste déjà dans un premier temps d'aller identifier ça, que quand on fait l'autre le centre de sa vie, forcément déjà c'est dysfonctionnel. Que l'on soit sauveur ou peu importe quoi, même si c'est des bonnes intentions, comme on dit, le l'enfer est pavé de bonnes intentions. Parce que finalement, voilà, derrière des bonnes intentions, malgré tout, c'est pas pour autant que ce n'est pas dysfonctionnel et donc in fine toxique. Donc voilà, il faut pas oublier, son premier devoir envers soi-même, à savoir de se protéger et de s'écouter. Ce qui est réellement d'abord le b.a.-ba pour pouvoir ensuite s'offrir à l'autre, et faire que la relation avec l'autre soit dans une liberté de choix surtout, hein. Parce que quand on commence à avoir imposé quelque chose à l'autre ou qu'on attend en retour un minimum de merci, un minimum de reconnaissance, on lui laisse pas le choix finalement, hein. C'est comme poser une question en espérant bien que la personne nous réponde plutôt un truc plutôt que l'autre. Donc la relation toxique, vous voyez à quel point elle est subtile, hein. Dès lors que l'on veut imposer aussi sa propre vision du monde à l'autre et qu'on essaye de convaincre, qu'on a raison, quoi qu'il arrive, ça y est, on est déjà dans une relation dite toxique. Hem, on va maintenant un petit peu aborder la perversion narcissique. Alors là, pour le coup, ce qu'on appelle la perversion narcissique, c'est effectivement de la manipulation à l'état pur. Hem, il y a des relations donc toxiques qui sont vraiment objectivement destructrices. Là, les relations dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est des relations, moi j'en vois tous les jours, hein, en cabinet. Hem, c'est une question de dosage. Souvent c'est vraiment fait avec inconscience. Voilà, on ne percute pas à quel point il y a un petit jeu, ça s'appelle des jeux psychologiques, et il y a un petit jeu qui se passe entre les uns et les autres. Voilà, l'autonomie, c'est vraiment de pouvoir prendre suffisamment soin de soi pour être vraiment dans une réelle relation avec l'autre. Mais souvent, il y a une inconscience, on ne fait pas du tout ça, à mal, ni pour soi, ni pour l'autre, enfin, alors que là, la perversion narcissique, quand on parle vraiment, d'une perversion narcissique, c'est que c'est vraiment objectivement destructeur, et que parfois, la personne a une vraie conscience de la manipulation qu'elle met en place. Souvent les personnes, donc
le pervers narcissique ou la pervers narcissique, elle a une vraie faille narcissique profonde, un vide intérieur. Alors là, il y a une réelle défaillance en général du parent au départ, et ce vide intérieur, il ne peut pas être comblé, il ne peut être comblé que plutôt en prenant chez l'autre. Donc on est vraiment dans le côté narcisse, hein, enfin, le côté de nourrir l'ego, et là, il faut surtout pas aller à l'intérieur. En gros, la petite vulnérabilité, l'enfant intérieur est tellement blessé que le pervers narcissique a créé une personnalité. Alors, on l'a tous, hein, cette partie d'ego, cette persona, ce côté rôle social, image que j'offre aux autres plutôt, et je cache ma vulnérabilité profonde. Mais chez le pervers narcissique, elle est encore plus puissante puisque cette vulnérabilité, elle est scellée dans un coffre, et qui ne sortira pas, en fait. Et donc là, on est réellement dans un double jeu, où le pervers narcissique souvent manque cruellement d'empathie. Il est déconnecté de ses propres émotions. Forcément, il est déconnecté de son corps, il est déconnecté de son enfant intérieur. Ce qu'il faut voir dans la perversion narcissique, c'est le côté, malgré tout, je dis toujours, joli de la vie, et magique de l'espèce humaine. À quel point, quand on est blessé à un plus haut point, on a encore cette capacité d'avoir une sorte de dissociation telle qu'on se crée une seconde personnalité, pour protéger notre vulnérabilité, qui pense que cette partie de nous-mêmes, cette vulnérabilité profonde, imagine, je pense qu'elle pourrait en mourir, hein. Et donc c'est cadenassé beaucoup plus fermement, chez une personne, un pervers narcissique, hem et ça ne sortira pas. Un pervers narcissique profond ne se remettra jamais, jamais en question, et ça, c'est vraiment le piège pour des gens qui ont pu, rencontrer des pervers narcissiques. Parce que l'on soit hyper empathique ou pas, on peut quand même malgré tout, facilement tomber dans ce piège, parce que la personne qui perçoit la blessure de de ce pervers narcissique, va vouloir le sauver. Et là, c'est le piège, parce que finalement, il n'a pas d'accès à l'empathie, lui, réellement. Enfin, lui ou elle, hein, attention, c'est pas du tout, stigmatisant pour les hommes, parce que c'est vraiment les 2 sexes. Il peut pas être dans la relation. Dans la relation, il faut être de cœur à cœur. Or, pour être connecté à son cœur, il faut être connecté à son corps, et donc à son inconscient, et donc à son enfant intérieur, et donc à son intuition, puisque tout ça, c'est complètement mêlé. Donc il y va pas. Il y va pas, parce que s'il se reconnecte à ça, il se reconnecte du coup, de fait, à sa blessure profonde, et là, c'est un raz-de-marée, dont il pense ne pas pouvoir s'en sortir vivant. Donc il peut pas. Il peut pas, et donc il est entièrement dans quelque chose qui est dénué d'empathie, dénué d'émotion, avec une capacité énorme de pouvoir avoir des propos ou des attitudes, manquant totalement de respect, et peut-être même, qui manquent de sens, à un point que, on cherche toujours, le sens derrière tout ça. Sauf que c'est comme si on n'avait pas du tout le même langage, hein. Une personne qui est très empathique et quelqu'un qui ne l'est pas, peuvent très bien ne vraiment pas se comprendre du tout, parce qu'ils ne voient pas du tout les événements et la vie de la même manière. Le but, hein, d'un pervers narcissique, c'est capter votre attention. Puisque si je capte votre attention, hein, c'est comme pour les pubs, heu, si vous voulez regarder un film et vous êtes tout le temps avec de la pub, avec, je sais pas moi, une fenêtre qui s'ouvre, un truc, ça vient prendre votre attention. Donc ça vient prendre votre énergie. C'est vraiment le principe. Donc dès qu'il capte votre attention, eh bien il pompe automatiquement, votre énergie. C'est comme un sale môme, qui finalement, à défaut d'avoir de l'amour, va finalement plutôt faire des bêtises pour quand même capter l'attention de son parent. Parce qu'à défaut d'être nourri avec de l'énergie d'amour, il sera quand même nourri, cet enfant, par de l'attention. Même si c'est pour l'engueuler, et ben, à défaut, c'est quand même de l'énergie. Parce que du conflit, pour certains, c'est quand même de l'énergie, hein. C'est justement le propre du bourreau. Il préfère finalement, faire quand même, des conflits, parfois, parce que finalement, c'est quand même de l'énergie, et donc ça crée de la peur, et quand ça crée de la peur, ça veut dire que même si le bourreau n'est pas là, et ben, on continue de penser à lui, et donc
on envoie dans l'univers des pensées et donc de l'énergie. Pareil pour le pervers narcissique. Je ne sais pas si vous en avez vous déjà rencontré, moi j'en ai déjà rencontré dans ma vie. On peut passer des heures après à essayer de comprendre les choses incompréhensibles. Mais pourquoi il a réagi comme ça? Souvent, un pervers narcissique, on sait qu'on en a rencontré un parce que, on peut passer des heures à reparler de cette personne, même quand elle n'est pas là, tellement c'est impensable. Il y a des choses qui dépassent notre entendement, en fait. Et en fait, pendant ce temps-là, alors il y a certaines personnalités politiques que j'ai pas envie de citer, mais qui jouent sur ça, qui sont de véritables pervers, narcissiques sur pattes, et qui jouent sur ça. C'est-à-dire de faire des choses tellement démesurées, tellement incompréhensibles, tellement immatures qu'en fait, derrière, on ne fait que de parler de ça. Partout, dans la presse, à la machine à café, dans les réunions, dans les entreprises, on parle et ben, ce genre de personnes se nourrissent de toute l'attention du monde, sur cette personne, voilà. Et ben, c'est pas top. On se dit: «Mais comment, enfin, bah, ouais, mais ça fait partie comme les sales mômes qui préfèrent faire des grosses conneries, mais au moins ils captent l'attention. Là, en général, souvent, il y a une faille qui est très, très, très grande. Donc voilà. En fait, ils jouent du coup sur, les failles aussi des gens, hein. Les pervers narcissiques ont une très grande capacité de voir chez l'autre votre petit point faible. Ah, il voit chez vous que vous êtes une personne très, sauveuse, très hyper empathique, qui culpabilise si elle en fait pas assez et cetera. Bah, youpi, il a juste à appuyer sur le bouton. Et il va jouer sur, les contradictions. Bah, tiens, bah, il dit un truc, puis après il en dit un autre. Pendant tout le temps que vous cherchez dans votre tête à essayer de comprendre le pourquoi du comment, lui, il gagne du temps et il gagne de l'énergie puisque du coup, vous êtes en train de penser à cette personne tout le temps. Hem Les doubles contraintes, hein, c'est un petit peu comme si je vous demandais par exemple, bah: «Sois spontané bon sang, allez sois spontané». Bon, bah, rien que le fait que je vous donne un ordre d'être spontané, du coup vous ne pouvez pas l'être. Donc si vous ne faites rien, en gros, vous perdez. Si vous essayez d'être spontané, de toute façon vous perdez aussi puisque si vous répondez à mon ordre, bah, ça veut déjà dire que vous n'êtes pas spontané. C'est comme si je vous demandais: «Bah, vas-y choisis». Bah, c'est bon, tu es libre de choisir. «Ah non, tu choisis ça?» «Ah bah, non, je préférerais que tu choisisses ça». Vous voyez, le double contrainte, c'est de donner, une info et tout son contraire en même temps. Ou alors, de faire un énorme sourire en disant que non, ou alors justement de pas faire un grand sourire et de dire à la personne: «Je suis vraiment ravie, que tu sois là». Alors que tout le corps dit l'inverse. Hein, donc la double contrainte, c'est vraiment l'idée et là, en fait, c'est là où la personne hypersensible ou hyper empathique perçoivent, cette contradiction puisque ça dissonne sévère, et là, on peut tout à fait voir la blessure intérieure et l'image extérieure. On peut percevoir, ce que le corps de la personne essaye d'exprimer et l'image qu'il renvoie et nous, dans ces cas-là, on peut passer un temps monstrueux face à un pervers narcissique pour tenter de démêler, donc oui, on voit l'âme de l'autre derrière le comportement pourri, mais en fait, on essaye de comprendre comment on peut en arriver là, en fait et là, on peut passer, vraiment en mode surcharge mentale terrible quand on est très empathique pour essayer de démêler de comprendre. Donc ça peut être le cas, hein, en entreprise. On est face à un responsable, qui joue sur plein de tableaux, alors qui est peut-être pas à fond dans la perversion narcissique, mais qui est dans une relation dite toxique. Pourquoi? Parce qu'il y a un mensonge. Il y a, dissonance entre, l'intérieur et l'extérieur, entre, ce que la personne, pense vraiment et ce qu'elle dit, hein et donc dès lors qu'il n'y a pas d'authenticité, dès lors qu'il y a une dissonance, pour des personnes hypersensibles ou en tout cas, quelqu'un qui est déjà avec de l'empathie, en fait. Ça déjà, ça vient tiquer parce qu'on n'arrive pas à trouver le sens. Hem, et du coup, parce que les personnes parfois sont donc oui, alors hypersensibles ou je disais encore, mais effectivement, on est une cible parfaite, quand on est hypersensible. Parce qu'on cherche à comprendre, à aider, et puis lui, bah, du coup, il ne cherche qu'à se nourrir. Et le pervers narcissique ne change pas. Il peut pas, il ne peut pas parce que la faille est trop immense. Ce sont vraiment des personnes qui ont une blessure, qui n'arrivera peut-être pas à se résoudre en une seule vie, et c'est comme ça. Et d'ailleurs, il n'est pas en recherche de guérison, hein, il est en quête d'ascendance, tout simplement. Donc ça, c'est dur à entendre, mais c'est une réalité et c'est important de le dire parce que, hem
même dans notre utopie, dans notre volonté profonde de co-construction, de relations équilibrées et cetera, et bah, parfois, et ça c'est le plus dur, je vous le dis, bah, face à un pervers narcissique, la seule issue, c'est de partir. Et voilà, c'est vraiment, c'est les on va dire, c'est les seuls cas à ce point où on est obligé de lâcher prise à ce point, de se dire: «Je ne peux pas l'aider, je ne peux pas construire quelque chose de sain et je suis obligée de me protéger en premier lieu» et d'avoir ce sentiment de fuite. C'est, très difficile à accepter, mais malgré tout, c'est, la seule issue. Alors pourquoi c'est si difficile de se libérer? Alors là, on va revenir sur quelque chose un peu plus généraliste. Pourquoi c'est si difficile de se libérer? Eh bien, d'une relation toxique, tout court. Hem, Tout simplement parce que, comme je disais tout à l'heure, on est accroché à nos vieux schémas et il y a réellement une petite guerre, hein, qui s'opère entre votre mental et votre intuition. Et que, bah, le mental, lui, il s'accroche. Il s'accroche à du passé, il s'accroche à tenter de comprendre, de rationaliser, il veut comprendre. Il se dit quand vous percevez des choses chez l'autre, bah, le mental, il l'interprète, il analyse et il se dit: «Mais du coup, il souffre, je le vois». En fait, derrière, son comportement, pourri, cette personne-là, elle est elle est pas méchante en fait. Derrière, c'est une belle personne, et là, on peut se perdre dans, les contradictions parce que comme je disais tout à l'heure, on peut percevoir ces contradictions et ne donner du crédit qu'à ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire l'âme que l'on perçoit derrière le comportement. Et là, c'est un piège parce que souvent une personne qui est trop empathique, ou en tout cas qui est très empathique, elle a déjà du mal à poser sa propre limite et donc elle va aller loin dans l'acceptation du comportement, frontal devant, parce qu'elle se justifie en se disant: «Bah, ouais, mais derrière, je vois que c'est une belle personne» et on peut passer comme ça 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, même en couple parfois avec quelqu'un. On a une petite voix bien qu'on a bien étouffée au fond qui nous dit que: «Non, non, mais attends, c'est pas une personne pour toi en fait, sauf ta peau». Ça, c'est notre intuition et on l'étouffe bien comme il faut parce que derrière, le mental dit: «Bah, ouais, mais non, enfin voilà, tu serais égoïste si tu pensais qu'à toi alors que tu vois bien, finalement derrière c'est une belle personne donc bah, on doit tenter de l'aider, on doit tenter de la sauver, tu qui pour la laisser?» Et on peut laisser passer comme ça et accepter des comportements, destructeurs, alors qu'entre guillemets, il suffirait de dire: «Beh, écoute, je sais que tu es une belle personne, mais tous tes comportements aujourd'hui, je ne les supporte plus et du coup, je me choisis moi. Donc tant que ces comportements viendront m'impacter à ce point et que tu ne veilleras pas de manière écologique à ce que notre relation soit saine et équilibrée des 2 côtés, bah, en fait, moi, je ne ferai pas plus d'efforts à dépasser ma propre limite des 50. Donc je m'arrête là et la co-construction, si elle n'est pas possible et si elle n'est pas envisageable, alors notre relation s'arrête. Voilà comment on devrait pouvoir réagir quand on ressent à ce point que la relation n'est pas saine et quand on fait ça, contrairement à la perversion, narcissique où vraiment souvent il y a pas de possibilité de remise en question, en revanche, parfois, une relation toxique, l'autre personne en face peut ne pas avoir pris conscience de ses comportements, pas top, de cette vampirisation d'énergie, et cetera et que parfois, de remettre un vrai couperet, une vraie limite, fait prendre conscience l'autre et c'est pas quand on lui demande de changer qu'il change, c'est quand nous, on pose notre propre limite en disant: «Bah, écoute, là, clairement, là, ça me dépasse les limites et donc si tu prends pas en charge, tes besoins et si tu me pompes toute mon énergie pour que je le fasse à ta place, et ben, en fait, moi, je vais prendre mes distances, en fait. Donc on est en capacité de mettre une sorte de «mur» entre guillemets pour que la personne, et ben, prenne, ses responsabilités. Je pense, par exemple, à des relations parents-enfants. J'ai pas mal accompagné, notamment, des mamans, avec, leurs enfants quand elles ont une attitude parfois trop de sauveuses justement, de faire à la place, faire, hein et plus elles font, bah, moins l'enfant, a envie de faire et donc il y a de l'ingratitude, il y a beaucoup d'épuisement parce que du coup elles donnent toute leur énergie et toute leur attention. La solution n'est pas de dire à l'enfant: «Prends en charge, allez, vas-y, prends-toi en charge parce que moi j'en ai marre de te prendre à charge». Ben non, la solution c'est si cette relation devient toxique,
du fait qu'elle soit déséquilibrée, hein, comme je l'expliquais au départ, la solution, c'est de revenir progressivement à 50. Donc pour une personne qui a l'habitude d'être très sauveuse, oui, ça pique parce que, on n'a pas l'habitude, on a l'impression tout de suite d'être très égoïste de faire un truc pareil. Ben oui, mais c'est quand même la solution. C'est de revenir tranquillement sur le 50 et d'accepter que, bah, potentiellement, il y a du vide. Donc au lieu de faire 80 de la relation et de laisser l'autre qu'avec ses 20, bah, on revient à 50. Et après, et ben voilà, on n'en fait pas plus et on accepte, que, ça puisse être, sur cette genre de proportion, là et qu'on ne dépasse pas le 50. D'où l'importance de vraiment se reconnecter à son corps parce que, le corps dans ces cas-là, en général, quand on dépasse la limite, vous voyez si je reprends, mon anecdote là de préparer un repas alors qu'au fond, j'en avais pas, au départ, plus envie que ça ou en tout cas une partie, mais pas à ce point de passer tout mon après-midi. Bah, vous voyez la meilleure des solutions dans ces cas-là pour pas que ça devienne toxique et que finalement je vois mes amis le soir mais avec, un déséquilibre, même dans la relation. Vous voyez, on peut créer, juste là sur un coup par coup un déséquilibre. J'aurais pu faire ce que j'avais envie de faire et ce qui me faisait plaisir de faire et à un moment où je sens que mon corps commence à me dire: «Ça y est, ça bascule, au-delà des 50 alors que j'ai par exemple pas fait le dessert, OK, bah, je vais aller l'acheter alors. Parce que finalement, en fait, j'ai pas envie d'être trop dans le sacrifice. Parce que quand on est dans le sacrifice au niveau de la relation, ça crée une dette et donc on va vouloir être payé en retour. Donc j'aurais très bien pu, à un moment où mon corps me dit: «Bah, finalement là, ça va, là, ça me pèse». OK, et bien alors dans ce cas-là, j'ai fait ce que j'avais à faire jusqu'à ce que ça me fasse plaisir aussi à moi. Donc ça laisse la liberté à l'autre, soit ça lui fait plaisir, soit ça lui fait pas plaisir, mais en fait je m'en fiche parce que l'important c'est que, bah, moi je me suis nourrie dans cette histoire et le reste qui m'aurait trop coûté d'énergie, eh ben, je vais aller l'acheter à la boulangerie et puis voilà. Et comme ça le soir, il y a une liberté totale, je reçois mes amis, après qu'ils apprécient ou pas, qu'ils me le disent ou pas, moi, je me suis écoutée et je ne les mets pas en dette de devoir me dire merci, de devoir me donner de la reconnaissance pour tout le temps que j'ai passé, tout l'après-midi. Tu te rends compte, tu as sacrifié ton après-midi pour nous, et ben non, je n'impose, rien. Voilà. Donc voilà, pour repréciser par rapport à notamment, cette petite anecdote-là. Donc oui, le mental, il cherche toujours à comprendre parce que, bah, du coup, souvent, hein, parfois, on a appris dans notre enfance qu'il fallait donner pour mériter de l'amour, et puis parce que la société valorise des fois cette posture, hein, de sauveur. Alors, bah, du coup, bah, on reste, on s'épuise, alors qu'au fond, notre corps, lui, il sait. Votre intuition, elle sait. Elle vous le dit depuis longtemps. Ça te nourrit plus, tu as le droit de dire non, et voilà et donc c'est là que, intervient la méthode créative. Alors pour ceux qui, viennent prendre, enfin ou qui écoutent cet épisode, sans avoir forcément écouté les autres, je vous invite à aller écouter notamment, le 1er, oui parce que c'est l'intro, et puis surtout les 8 autres, du 2 au 9 qui, chaque épisode va reprendre chaque étape de la méthode créative parce qu'ici je les reprendrai pas toutes une par une. Je vais juste l'évoquer, la méthode créative du coup pour aider à se libérer, des relations toxiques. Effectivement, hein, c'est mon outil, créative, pour vous aider du coup à sortir notamment de ces schémas et de retrouver votre énergie, hein. Alors, les 8 étapes pour reprendre votre pouvoir, je les rappelle donc là brièvement. Le C, c'est conscientiser. Et bah, oui, on va, prendre conscience, écouter ces 2 voix à l'intérieur, le mental et l'intuition et prendre conscience que cette relation, elle est peut-être toxique. Alors c'est peut-être un mot fort, mais vous avez bien observé, hein, comme je vous ai dit, des fois ça peut être une toxicité très subtile. Bah, c'en est une quand même. Est-ce que ça me vide de mon énergie? Ah oui. Et ben non, c'est peut-être pas forcément de l'amour. Tiens, la personne elle est peut-être dans une dépendance affective ou peut-être que c'est moi. Prendre conscience, en tout cas, de ce qui vous traverse, donc au niveau intuition et au niveau pensée, hein. Qu'est-ce que vous dit votre mental? Quelles sont les injonctions auxquelles vous répondez? Alors que finalement, vous n'êtes pas obligé. Votre corps vous dirait bien autre chose. Le corps, justement, le R, ressentir. Votre corps, il a la vérité. Et donc observez où est-ce que ça bloque?
Où est-ce que ça sert? Comment vous respirez? Et d'écouter bien tous ces signaux. Peut-être que quand vous allez voir systématiquement tel ami, finalement, en fait, d'avance, votre corps, il a pas envie. Pourtant, il y a votre mental qui: «Ah bah, c'est trop cool, je vais aller voir un tel». Ouais, mais il y a une partie de votre corps qui sait d'avance que finalement, ouais, enfin moi, elle va encore se plaindre, elle va encore me pomper toute mon énergie et cetera. Donc ça, ce sont des signaux très, très importants à écouter et à ressentir pleinement. Le E ensuite de créative, c'est exprimer, mettre en mots, hein. Vous allez pouvoir écrire, parler, crier si besoin. En tout cas, l'idée, c'est de ne pas laisser le silence, s'étouffer à l'intérieur de vous. Donc vous avez le droit de dire: «Bah, en fait, j'en ai marre de tout donner aux autres, et que ce soit complètement, déséquilibré dans mes relations». Voilà. Oui, j'ai le droit à être aimée, j'ai le droit de me prendre en charge, j'ai le droit de me choyer, j'ai le droit de me choisir. C'est un petit peu ça aussi. Accepter, ben oui, accepter, c'est accepter que tout le monde joue un rôle, vous y compris. Alors, là, je m'inclus aussi, hein, moi y compris. Tout le monde dans la société joue un rôle. Et donc parfois, c'est pas mal d'accepter aussi qu'on n'a pas à sauver l'autre. Et d'accepter aussi qu'aussi on a le droit de partir et donc de se choisir et de sembler aux yeux des autres égoïste, mais c'est toujours aux yeux des autres. L'important c'est soi, s'écouter et se positionner pour se protéger et pour mieux justement créer des relations où, là c'est équilibré, on est dans la pleine écoute l'un de l'autre, on peut se positionner, chacun a sa vision du monde et c'est OK, et il y a pas de lutte de pouvoir sur un qui écrase l'autre, un qui impose, sa vision à l'autre. Trier, qu'est-ce qui, vous appartient? Qu'est-ce qui appartient à l'autre? C'est important de ne pas porter ce qui n'est pas à vous, en fait. Est-ce que ça, c'est de ma responsabilité ou pas? Je dis n'importe quoi, on imagine, j'ai un enfant encore au collège, voilà, est-ce qu'il faut toujours que je lui répète qu'il ne faut pas qu'il oublie son cartable? Là encore, est-ce que c'est une responsabilité est-ce que c'est une responsabilité qui est la mienne ou pas? Non. Parce que du coup, ça fait pas avancer déjà l'enfant, ça l'aide pas à se prendre en charge et là, on crée une relation toxique. C'est-à-dire qu'on est toujours comme un parent qui sait mieux, que son enfant ce qui est bon pour lui. Non, l'idée c'est voilà, ça me pèse. Eh ben OK, on rétablit à 50-50. Vous voyez, les relations toxiques, elles peuvent être partout et la relation parent-enfant, parfois, elle est quand même terriblement toxique. Imaginez, ouais, imaginez si vous avez une relation qui n'est pas actuellement très saine, on va imaginer une relation saine. On va aller imaginer une relation équilibrée. On va imaginer que l'on est respecté. OK, d'ailleurs, dans mon corps, ça veut dire quoi être respecté? Ça veut dire quoi être aimé, sans avoir à se sacrifier? Vous voyez, allez prendre du temps avec vous-même pour aller vivre ça, parce que plus vous vibrez, ce respect et une relation, équilibrée et saine, plus il y a des chances que, vous la matérialisez avec les gens avec lesquels vous êtes. Si vous vous dites tout le temps: «Ouais, mais bon, si je lui dis pas ça, elle va m'en vouloir», vous voyez, hein, on en a souvent évoqué dans les autres épisodes, tous ces films intérieurs que l'on se fait en continu. Si je fais un film intérieur, c'est-à-dire que je suis pas en relation avec l'autre, je suis dans mon film. Donc plus on est authentique, plus on dit ce qui nous traverse à l'autre, plus c'est authentique et moins c'est toxique. Donc c'est vraiment important de ne pas, s'imaginer des choses. Non, on dit, on exprime, en fait, voilà, par exemple, tiens, ce soir finalement, je vais pas pouvoir venir, parce qu'en fait, je me sens fatiguée, est-ce qu'on peut pas reporter, et on se voit plus tard plutôt? Voilà, ça c'est une relation saine entre moi et moi. Je m'écoute et je parle de manière saine à mon ami en disant: «Bah, écoute, finalement, je me sens trop fatiguée et si je viens alors que je suis pas reposée, je vais pas être agréable pour toi, donc je préfère franchement me reposer et puis qu'on se voit plutôt demain. Ça te convient?» Voilà, ça, c'est une relation saine. Si votre ami comprend pas ça, c'est que c'est pas une amie, c'est que c'est une amie qui souhaite maintenir une relation dysfonctionnelle. Une amie qui, accepte une relation saine se dit: «Waouh, elle veut s'offrir à moi quand elle ira bien et là, elle va pas bien et elle se prend en charge sans me demander à ce que ce soit moi qui la prenne en charge» et là, on n'est plus sur de la dysfonction, on est sur une relation saine et donc non toxique. Donc
Voilà où est-ce qu'on peut aller visualiser donc, pourquoi pas aller créer une bulle, de lumière autour de vous. Moi, alors je suis pas toujours fan de la bulle, mais en tout cas, faites monter votre énergie intérieure. Veillez à votre niveau d'énergie, essayez de voir ça plutôt comme, non comme plutôt une un peu comme le magnétisme de la Terre qui part du noyau, de l'intérieur et qui vient aller faire comme un espèce de gros, airbag, autour de vous. Donc l'important c'est toujours de veiller à votre énergie, de vous nourrir de joie et d'amour envers vous-même. Plus vous aurez un niveau d'énergie haut, déjà, mieux ce sera, mieux vous pourrez amortir les chocs d'une personne qui est un peu en berne et qui vous prend un peu d'énergie, parce que bon, malgré tout, ça peut arriver, hein, faut quand même pas non plus tout jeter. Par contre, si ça devient trop récurrent, vous pourrez toujours vous dire: Attends, j'étais à 10, à chaque fois que je la vois, je perds 3 barres». Ouais, ouais, ouais. Bon, je vais peut-être lui dire quand même que la prochaine fois, si on se voit, j'aimerais bien que là, enfin, je peux pas toujours, perdre toute mon énergie. Enfin, l'idée, c'est toujours de savoir exprimer correctement ce qui nous traverse. On a le droit de dire: «Bah, en fait, je suis désolée, mais, je j'ai pas l'énergie pour toujours, encaisser tout ce que tu me dis», et on a le droit d'être un soutien, on a le droit d'être à l'écoute d'une personne. Mais à un moment, on n'est pas obligé d'être le dépotoir émotionnel, qui nous fait perdre beaucoup d'énergie. Donc, au lieu de créer une bulle, ça peut partir de l'intérieur, et de veiller à un niveau d'énergie assez élevé pour que ce soit plus facile de savoir qu'est-ce qui nous fait perdre de l'énergie ou pas, hein, de veiller très rapidement. Et enfin, le dernier E, c'est expérimenter. Et ben, vous avez le droit de poser un acte concret, oser dire non, à une personne, de prendre votre distance, écoutez votre intuition, hein, c'est pas l'intuition, c'est pas que spirituel, hein, c'est une vraie boussole pour votre action, c'est une vraie prise de décision. Vous pouvez vous référer aussi à l'épisode, qui faisait référence à ça, comment prendre une décision. Et voilà, plus vous aurez une énergie avec laquelle vous êtes en contact en continu, vous connaissez votre réservoir. On le fait pour son téléphone, on le fait pour sa voiture, on veille à regarder l'essence qu'il y a dans notre réservoir avant de s'engager sur l'autoroute. Et ben là, c'est pareil. OK, si vous vous dites: «Alors attends, à chaque fois que je fais ça, je perds énormément d'énergie», non, c'est pas juste en fait. Là, il y a un moment, c'est pas équilibré. C'est pas on fait pas de la co-construction. Et ben, vous avez le droit de faire des choix. Voilà, j'espère que c'est plus clair en tout cas avec les étapes créatives qui permettent vraiment de prendre de la distance, d'avoir du discernement pour pouvoir se dire: «Attends, excuse-moi là, tu me dis ça et à la fois tu me demandes, le contraire». Voyez? Déjouer la manipulation par la prise de conscience, par la prise de recul, en écoutant votre corps le plus possible, en exprimant ce qui vous traverse, le plus possible, hein, tout ce qui vient vous peser énergétiquement et puis d'accepter que, beh, ouais, la personne parfois, derrière ce que l'on croit être de l'amour, finalement, c'est un jeu. Ça fait mal parfois parce qu'on se dit: «Mais merde, en fait, on n'est pas du tout aimé pour, qui on est». Ah ouais, parfois, on est quand même vraiment pris au piège dans des relations, de jeu de pouvoir, de jeu énergétique, plus que de vraies relations d'amour, hein. Quand je dis amour, c'est l'amour inconditionnel. Inconditionnel, c'est sans condition. Sauf qu'en tant qu'être humain, c'est pas tant que ça des âmes de l'amour inconditionnel, en fait. Même avec nos parents, ils ont aussi leurs failles, leurs blessures, et donc leur ego, et donc finalement, parfois, c'est pas de l'amour si inconditionnel, et c'est comme ça et le plus grand des développements sur soi, c'est de se dire: «Bah, en fait, c'est à moi d'aller chercher l'amour d'une autre manière» et là, c'est une véritable, ouverture spirituelle. Hein, vous voyez, là, on mélangeait le comportemental et l'énergétique, mais là, on va aller vraiment sur la dimension spirituelle, pour aller se nourrir avec, autre chose, et être en pleine, autonomie presque, hein, vraiment de se nourrir au niveau de cette émotion, de cette énergie pour pouvoir mieux s'offrir à l'autre, hein. Ce qui n'est pas la même chose que de se dire: «Moi, je suis tout vide à l'intérieur, je veux que tu me remplisses». C'est pas pareil que d'être rempli de cet amour que l'on peut faire naître à l'intérieur de soi, de l'offrir aux autres et d'aimer l'autre pour pouvoir recevoir en retour. Allez, petit exercice guidé. On va être sur un petit exercice, on va dire, de protection énergétique. Je vais vous inviter à vous installer confortablement, c'est-à-dire assis si vous le souhaitez, debout ou même
allongé. C'est vous qui choisissez votre position. Vous avez l'habitude maintenant de ce que je peux proposer comme un exercice. L'invitation est à l'introspection. Prenez un temps pour vous, pour peut-être fermer les yeux, pour être encore plus à l'écoute de vous-même et d'inspirer profondément et d'expirer. On inspire et on expire en laissant partir tout ce qui ne vous appartient pas. Allez encore, on inspire et on imagine une lumière qui vient remplir votre corps jusqu'au bout des doigts. Et on expire, on relâche toutes les tensions, tous les liens énergétiques qui ne sont pas les vôtres. Faites un scan corporel. Quelques secondes suffisent pour bien se sentir ancré au sol. Et maintenant, depuis votre plexus solaire, vous allez imaginer une flamme, une bulle lumineuse, quelque chose en mouvement qui vient vous donner de l'énergie, cette flamme de joie, cette flamme d'amour. Et on va la faire grandir. Allez, on la fait grandir, cette petite lumière qui crée comme un halo lumineux qui est au départ à l'intérieur de votre ventre et qui progressivement enveloppe l'intégralité de votre corps et qui même va dépasser votre corps. Encore. À l'intérieur, vous vous sentez rempli, plein d'énergie, en paix et aligné. Vous ressentez les bienfaits d'être en connexion avec votre corps et vous vous engagez auprès de lui à écouter ce qu'il a à vous dire. Là, vous le nourrissez et vous allez pouvoir lui promettre en répétant « Je me protège ». Je choisis dorénavant ce qui me nourrit. Et à chaque expiration, vous libérez ce qui ne vous appartient pas. Vous n'êtes pas dans une bulle hermétique, vous êtes dans cet enveloppement d'amour lumineux, de joie, qui vous prend comme dans les bras. Ressentez cette énergie d'amour et répétez-vous que vous méritez cet amour et que vous vous envoyez en pleine conscience toute cette énergie d'amour dans chaque cellule de votre corps. Ce qui fait rehausser encore plus votre taux vibratoire, votre belle énergie. Et voilà, quand vous êtes prêt, vous allez reprendre encore 3 grandes respirations. Et encore une fois. Une dernière fois. Et vous allez pouvoir ouvrir les yeux. Voilà pour aujourd'hui. Les relations toxiques, c'est un grand miroir. En fait, elles nous montrent là où on n'écoute pas assez notre intuition, là où on porte encore trop de choses qui ne sont pas à nous. Et parfois, eh bien, elles nous enseignent aussi la limite
ultime, oser dire stop. Hem, L'important, c'est de, le répéter, de le verbaliser, peut-être même de le transmettre d'ores et déjà à votre enfant. Plus il va développer sa confiance en lui, sa reconnexion à lui, moins il y a de risques que, votre enfant aussi tombe dans ce genre de schéma toxique. Pourquoi pas même peut-être du harcèlement scolaire, hein. Bien souvent, il y a un défaut de reconnexion à soi, il y a une grande empathie qui fait que, eh bien, il y a, un défaut d'estime de soi et donc d'amour de soi. Voilà, si, cet épisode vous a parlé, n'hésitez pas à le partager ou à me laisser aussi un témoignage en commentaire. C'est intéressant de savoir aussi où vous en êtes et ce que ça a pu, évoquer, provoquer chez vous. Et bien sûr, voilà, je reste aussi, disponible si vous avez besoin d'un accompagnement. En général, je ne fais pas des masses de pub, mais, bien souvent, voilà, ce genre de relation toxique, il peut y avoir besoin d'un accompagnement pour aller, changer tous les schémas profonds. Merci de m'avoir écoutée. Je vous invite en tout cas à prendre soin de vous et de votre énergie qui est si précieuse. Et je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode de La Voix du mental à la voix de l'intuition. Le thème n'est pas encore, complètement, choisi pour la semaine prochaine, mais je ferai de la communication très bientôt. N'hésitez pas d'ailleurs si vous avez des idées de thèmes à aborder, je serai ravie. Allez, très belle fin de journée à vous et à très bientôt.